Bonjour. Pour cette dernière leçon, on va analyser une application robotique simple. Raphaël a programmé son robot d'Arduino pour passer entre deux briques. Sur le robot, un capteur ultrasonique permet de mesurer la distance. Donc l'algorithme, tout naturellement, est de balayer l'espace pour mesurer les distances et puis ensuite de partir dans la bonne direction. Comme le robot ne va pas parfaitement droit, la solution prudente est de recalibrer après avoir parcouru une certaine distance. Alors Raphaël est très déçu, ça marchait bien chez lui, mais là, catastrophe, il n'a pas pris la bonne direction. On va comprendre un peu pourquoi. On va donc un petit peu étudier ce capteur ultrasonique, voir comment ce programme simple a été écrit, pourquoi on ne l'a pas suffisamment testé, ce qu'il a fallu faire pour le dépanner, et réfléchir un petit peu ensuite pour des programmes plus complexes faits par interruption utilisant d'autres capteurs. Le capteur ultrasonique est bien connu, on l'a déjà présenté dans une leçon précédente. Il est très simple à utiliser puisqu'il suffit d'envoyer une impulsion de démarrage et ensuite mesurer la durée de l'écho. À l'oscilloscope, eh bien, on voit qu'on a des signaux tout à fait parfaits, utilisables. Et le programme est aussi simple à écrire. Il faut naturellement définir les unités, donner les bonnes directions. Et au niveau de la boucle de mesure, que l'on va naturellement commencer par tester dans le programme le plus simple possible, on active la sortie trig, on fait un petit délai de plus de 10 microsecondes, on désactive, et puis on a une facilité Arduino qui attend l'impulsion et mesure sa durée. Donc il suffit ensuite d'imprimer la valeur que l'on a mesurée, et puis recommencer toutes les secondes, par exemple, pour ne pas remplir trop vite l'écran pendant qu'on bouge le capteur. Alors, il y a deux problèmes avec cette routine. C'est qu'ici, elle attend l'écho. Donc, c'est une instruction qui est bloquante. Pendant toute la lecture, le processeur ne fera rien d'autre. Et les deux autres problèmes qui peuvent être embêtants assez souvent, c'est que si le capteur ne donne pas de signal, eh bien la routine va rester bloquée en attente. Et si le capteur donne un signal trop long, parce que par exemple il n'y a pas eu de retour de l'information sonore, eh bien le programme va aussi attendre cette fois sur l'état 1. Donc la durée de l'écho que l'on espère avoir, pour 1,50 m, c'est typiquement 10 millisecondes, vous n'avez qu'à calculer la vitesse du son. Avec le capteur qui a 4 pins, on peut avoir jusqu'à 200 millisecondes pendant lequel le circuit, voyant qu'il n'y a pas d'écho, attend encore, alors que le SR05 avec 5 pattes, lui attend au maximum 20 millisecondes et vous pouvez recommencer toutes les 40 millisecondes à faire une lecture. Alors 200 millisecondes, évidemment, ça peut être assez gênant puisque votre robot, s'il se déplace pendant ce temps, tout va être bloqué pour prendre des décisions concernant ce capteur. Alors, les problèmes qu'on a avec ces capteurs sonores, et je n'étais pas conscient qu'il y en avait autant que ça, vous avez des possibilités de réflexion du sol. Si c'est du tapis, eh bien, vous allez avoir une réflexion non négligeable qui risque de fausser les distances. Vous posez le moindre petit objet sur la scène, un crayon, eh bien tout de suite il va faire des réflexions. Un autre problème qui est facile à comprendre, c'est que si la surface dont on doit mesurer la distance est inclinée par rapport au trajet sonore émis, eh bien vous allez avoir une réflexion et
réflexion au sens d'un miroir, et aucune onde sonore ne va revenir vers le capteur. Donc même si l'objet est proche, eh bien, il sera vu comme étant à l'infini, et vous aurez cette atteinte qui peut être abusive dans certains cas. Donc une matière lisse réfléchit, une matière poreuse absorbe complètement. Donc si vous mettez de la mousse très proche du robot, ben, vous aurez de nouveau l'impression que l'obstacle est à l'infini. Notre expérience, c'est que du carton ou du lait est relativement favorable, même si sa longueur d'onde semble un petit peu courte par rapport à la longueur d'onde des ondes lumineuses. Alors l'autre problème, c'est qu'il y a un cône d'émission qui est documenté comme étant 15 degrés. Notre expérience est que ce cône est en fait beaucoup plus large. Et évidemment, vous devinez que dès que ce cône touche le bord de l'obstacle, eh bien, il va y avoir réflexion et puis vous n'aurez plus du tout la distance infinie. Alors ça, c'est naturellement quelque chose qu'il faut expérimenter et qu'on aurait dû expérimenter tout de suite. Je n'aurais peut-être pas proposé ce projet si j'avais fait cette expérience. Et le résultat, c'est que l'angle est plus proche de 60 degrés si on est relativement proche du sol. Et apparemment, ça diminue un petit peu si on surélève le capteur, mais ça semble quand même pas être la solution miracle. Donc, la conclusion, et c'est vrai pour tous les projets robotiques, analyser soigneusement les capteurs avant de programmer l'application. C'est ce qu'on n'a pas fait. Donc, Raphaël a suivi les indications que je lui avais données. On va définir un certain nombre de positions angulaires pour faire des mesures. On peut les représenter sous forme d'un diagramme horizontal. En face, eh bien, on espère avoir une distance très grande. Dès qu'on touche l'obstacle, ben, il va y avoir une distance qui diminue et puis qui tout à coup peut brusquement augmenter à cause de la réflexion. Donc ça, on l'observe facilement et graphiquement, ben, vous voyez qu'ici, la distance est grande et puis elle a diminué. Et ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître cette zone de mesure dont on va reparler. Alors, faire bouger le robot, ben, on va faire des impulsions. L'idée, c'est de faire des impulsions de 10 millisecondes et puis de l'arrêter 10 millisecondes et de faire la mesure de distance après cette distance pour être sûr que le robot soit stable. C'est peut-être pas essentiel. De nouveau, c'est des choses qui méritent d'être analysées le plus précisément possible. Et si vous avez un oscilloscope, évidemment, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes. Alors, on doit tourner. Donc là, j'ai utilisé des définitions qui modifient les 4 bits des 2 moteurs simultanément. C'est beaucoup plus compact que d'aligner des digital write. On définit la durée du pas. Et puis on définit les fonctions step à droite, step à gauche, avance. Pas nécessairement de retard après avoir fait le stop pour step avance si on veut aller plus vite en ligne droite. Donc là, il n'y a pas de problème maintenant pour faire nos steps de 10 millisecondes et il nous faut faire des mesures. Alors, la proposition pour faire les mesures, c'est de dire on va déplacer le robot qui est plus ou moins en direction de l'obstacle, lui faisant faire 5 pas à gauche. Ensuite, on va faire 10 pas à droite en faisant les mesures. Et attention, il y a le fameux problème des poteaux et des intervalles. Il faudra décider si on fait d'abord la mesure et ensuite le pas, et dans ce cas-là, il faut rajouter la dernière mesure, ou bien le pas et la mesure ensuite. Et dans ce cas-là, il fallait, on aurait oublié la première mesure si on n'y a pas pensé. Une fois qu'on a fini les mesures, on va remettre le robot en position centrale pour analyser les données qu'on a accumulées. Raphaël, il a préféré tout de suite revenir du bon pas pour se mettre dans la direction
souhaitée. Si on fait, comme je l'ai dit, de rassembler toutes ces données dans une table, on a une plus grande flexibilité de pouvoir ensuite tranquillement analyser la table, montrer son contenu, dépanner, afficher sur le terminal naturellement. Donc on définit une table de 11. La première boucle for positionne à gauche, on fait les 5 pas à gauche. Ensuite, on fait la mesure en remplissant la table. Et puis, on se repositionne, on rajoute la dernière valeur ici, et puis on se repositionne au centre. Donc voilà, la programmation est tout à fait naturelle. Et le programme qui en découle, eh bien, il ne pose pas trop de problèmes puisqu'on n'a pas d'interruption, que les choses peuvent se faire l'une après l'autre en ayant tout le temps nécessaire à disposition. On fait la mesure en balayant, comme on vient de le voir. On calcule l'angle. Et là, le raisonnement qu'il faut faire, c'est là qu'il peut y avoir plusieurs algorithmes, mais des algorithmes qui sont plus fiables que d'autres. On doit travailler ici sur une différence, sur la dérivée dans le fond du signal. Alors cette différence, elle augmente brusquement quand on passe de la distance ici relativement courte, 50 cm, 1 mètre, à une distance maximale de 3 mètres qui risque d'être affichée par une valeur limitée par le capteur. Donc on peut avoir une très grande différence de variation. On atteint un flanc positif ici d'une amplitude suffisante. On atteint ensuite un flanc négatif d'une amplitude suffisante. Il ne faut pas être troublé par le fait qu'on a eu des passages en réflexion au début, éventuellement à la fin. Donc c'est là qu'il faut bien tester l'algorithme pour être sûr qu'on repère les flancs correctement. Si vous multipliez le nombre de pas, Raphaël en a utilisé 20, là j'en ai dessiné 10, vous diminuez l'amplitude des pas et il faudrait être sûr que le bruit inévitable que vous avez ne devient pas du même ordre de grandeur que les pas. Et évidemment, quand le robot se rapproche, eh bien, tous ces paramètres changent, donc c'est là que c'est nécessaire de faire une étude très systématique, en déplaçant le robot à la main, en observant sur le terminal les valeurs. Une fois que vous avez confiance que vous avez ici échantillonné ces deux paramètres, les numéros dans le fond angulaire, ben, vous faites la moyenne pour savoir dans quelle direction vous avez dans le fond la position idéale par rapport à ces deux mesures, mais ces deux mesures sont décalées par rapport à la courbe en fait, hein, puisqu'il y a un échantillonnage qui se fait avec un certain retard. Donc dans le cas particulier de ces dessins, ben, vous voyez qu'on partirait pile contre le mur, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Donc là, évidemment, on pourrait réfléchir à des corrections ou simplement ce qu'on a fait, ben, c'est plus on se rapproche de l'obstacle, bien plus l'erreur, dans le fond, sera diminuée par rapport à la largeur de l'obstacle. Donc voilà, alors la programmation peut se faire, dans le fond, sans contrainte, mais maintenant, si vous voulez rajouter des moustaches, et puis au moment où vous avez par exemple un choc contre l'obstacle, réagir correctement, ce qui serait par exemple de reculer un bout et de recalibrer la position du trou, eh bien cette détection de moustache doit être intégrée dans la procédure avancée, ce qui est peut-être pas très difficile parce que de nouveau on peut laisser l'avant sous contrôle, dans le fond, d'un PVM et d'un retard, mais on ne peut pas, en tout cas pas faire un délai simple. Il faudra faire des petits délais et dans chaque délai, tester les moustaches. Alors, plus on complique évidemment la fonctionnalité, plus ça devient indispensable, dans le fond, de travailler par interruption. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la distance par interruption? Oui, on va voir rapidement comment. Est-ce que faire les pas pour le balayage peut se faire par interruption? On peut tout faire par interruption, mais est-ce que ça vaut la peine?
L'avance, ben là on sait bien qu'avec le PVM ou le PFM, c'est facile à gérer par l'interruption. Et puis maintenant les décisions, les algorithmes de correction d'angle, ça naturellement qu'on les laisse en général au programme principal qui appelle les fonctions adéquates et on corrige les fonctions jusqu'à ce que le comportement soit bon. Alors une approche quand on travaille par interruption, c'est de dire ben, pour chaque opération, on va susciter une interruption spécifique. Et c'est souvent documenté comme ça, avec des librairies qui mystérieusement vous gèrent ça par interruption. Et puis si vous voulez garder le contrôle, ben, une approche que j'ai souvent utilisée, c'est de dire ben, toutes les 100 microsecondes, on va faire une interruption. Et puis toutes les 100 microsecondes, ben, je vais passer par une machine d'état qui va me construire la distance. Et puis ensuite, ben, on va refaire un petit diviseur pour dire, mais toutes les 20 millisecondes, j'aimerais faire autre chose, par exemple faire avancer mon moteur. Et puis, on peut encore imaginer d'autres choses qui se font plus lentement. Alors là, on sait exactement ce qui se passe chaque fois et combien de temps ça va mettre. Pour mesurer la distance avec le capteur ultrasonore, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a, puisqu'on a quelque chose d'assez gênant, puisque le programme qu'on a vu tout à l'heure est bloquant, une solution non bloquante, ben, c'est soit d'utiliser un timer, et puis de repérer le front montant, démarrer le timer, repérer le front descendant, donc ça se fait par des interruptions. Le timer a la logique nécessaire pour faire ça. Et puis ensuite, on lit le timer pour avoir la valeur. On peut aussi, comme je viens de l'évoquer, faire une interruption toutes les 100 microsecondes et puis passer à travers une machine d'état qui va générer l'impulsion, 100 microsecondes, ben ça sera juste un cycle au suivant, et puis ensuite qui va compter pour être sûr que le capteur répond dans moins de 20 millisecondes. On a vu que s'il est là, il doit répondre dans les 5 millisecondes. On peut faire un time-out pour signaler que ça ne sert à rien de faire démarrer le moteur s'il n'y a pas de capteur connecté ou que le capteur est défectueux. Et puis maintenant, on passe dans la mesure. Et là aussi, ben, on a un capteur qui va mesurer la durée de l'impulsion, avec aussi un time-out, puisque ça ne sert à rien de mesurer des distances qui théoriquement auraient plus de 3 mètres. Alors évidemment, l'électronique du capteur n'est pas nécessairement retombée sur ses pieds, mais si le fabricant garantit qu'il y a un cycle de 20 millisecondes, eh bien on peut tout de suite recommencer au bout de 20 millisecondes. Ça serait dangereux de recommencer tout de suite dès que écho passe à 0, puisque on n'est pas sûr que l'électronique interne du capteur est bien retombée sur ses pattes. Bien, d'autres solutions pour résoudre ce problème, ben naturellement, on pourrait mettre un cerveau pour orienter le capteur. Ça permettrait un déplacement continu, puisque pendant que le robot avance, eh bien, on pourrait basculer le capteur de part et d'autre et corriger la trajectoire. Mais évidemment, ça suppose qu'on voit parfaitement bien les ouvertures. Donc, c'est là qu'on a vu que cette application pose un problème majeur. Alors, par interruption, ben là, on commanderait les moteurs, et puis la position du cerveau permettrait de mesurer où la distance est maximale, et puis de corriger les vitesses des deux moteurs. Est-ce qu'on devrait utiliser un autre capteur? Alors oui, puisque je prétends qu'on ne peut pas tellement utiliser ces capteurs bon marché pour faire cette application. Un capteur ultrason H1 et 3, je ne sais pas s'ils existent, mais probablement que industriellement ça existe, mais à des prix qui sont 10 fois supérieurs, si ce n'est pas plus. Un capteur qui conviendrait bien, c'est le PSD de Sharp dont on a parlé, qu'on a mentionné, qui est un petit peu cher, mais qui envoie un spot lumineux
et sa réflexion permet de savoir quelle est la distance. Donc là, il n'y a aucun problème de largeur de l'obstacle, puisque même si on est suffisamment précis dans le déplacement angulaire, une fente de quelques centimètres, même pas un centimètre, pourrait être vue. Mais de nouveau, à expérimenter en détail, c'est rare que les spécifications des fabricants soient suffisamment précises pour éclairer votre application précise. Les capteurs infrarouges qui sont utilisés pour mesurer la distance, c'est en général au maximum 5 à 10 cm et ils sont assez sensibles à l'ambiance lumineuse. Les photorésistances qui sont en très bon marché, ça va bien pour faire un suivi de lumière, un suivi de piste, ce qui est une des applications traditionnelles des robots mobiles que je voulais justement pas vous expliquer aujourd'hui, puisque vous avez des tas de sites qui vous expliquent ça et vous l'avez peut-être fait déjà en Lego. Les moustaches, on en a dit 2 mots. Elles sont faciles à gérer, mais évidemment, c'est toujours une tâche un petit peu supplémentaire à faire en parallèle avec les autres tâches, et une gestion par interruption est tout à fait souhaitée. Ensuite, un concept important qu'on n'a pas eu le temps de bien développer dans ce cours, c'est la notion de time-out. Vous avez une application, cette application peut très bien se produire que les capteurs ne répondent pas, que le robot, dans notre cas simple, le robot est bloqué. Bon, on ne se gêne pas d'aller le déplacer à la main, mais si on veut faire les choses sérieusement, ça serait bien de dire, si le robot reste bloqué pendant 3 secondes, eh bien c'est pas normal. On va par exemple reculer un peu, lui faire chercher ailleurs, etc. Alors on avait parlé du watchdog qui est à l'intérieur du processeur pour surveiller en fait le fonctionnement global du processeur. On peut appliquer la même chose dans le fond avec des compteurs. On réinitialise régulièrement un compteur, mais ce compteur décompte par interruption chaque seconde, par exemple. S'il arrive à 0, c'est qu'on n'a pas réinitialisé régulièrement, et puis on va exécuter une tâche. Donc, typiquement, quand on teste les moustaches et puis qu'on voit que les moustaches n'ont pas été activées, eh bien, on remet le compteur à une certaine valeur. Et puis, si tout à coup, les moustaches sont bloquées et le compteur décompte, eh bien, au bout de quelques secondes, eh bien, on va faire cette opération de recul. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire pour comprendre les capteurs. Des documents sont proposés en annexe avec ces leçons pour aller un petit peu plus dans le détail et puis vous expliquer des choses un petit peu plus spécialisées. Naturellement, si vous êtes un chercheur et puis que vous voulez faire une application de robot mobile pour comprendre l'intelligence ou pour avoir une application industrielle, là, il y a énormément de choses à comprendre. Les logiciels s'appuient sur des noyaux temps réel et vous facilitent la gestion, dans le fond, des tâches simultanées sur des processeurs, naturellement, qui doivent devenir beaucoup plus performants. Alors, avec ce cours, on espère vous avoir donné envie de continuer, de progresser vers la complexité par petits pas, et en faisant suffisamment de petits pas, eh bien, vous savez qu'on a marché sur la Lune.